Bonjour tout le monde et un grand merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. En plus, je découvre un site d'exception et clairement, ça sera une destination de congé dans un futur probablement proche. Bon, alors, on va parler dans un premier temps. Donc, vous allez voir, je vais faire trois présentations et il y aura un fil conducteur malgré tout avec un développement des différents arguments et on finira bien sûr avec une conclusion qui sera la position du comité des troubles mixtionnels de l'homme. Là, pour le moment, on va se prêter au jeu notamment du débat en particulier avec le résumé juste après. Mais là, je voulais commencer déjà sur la chirurgie endoscopique de l'HBP avec la préservation des éjaculations. C'est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années et là on va faire le point. Où en est-on en 2025? Donc voici mes conflits d'intérêts. Alors, pourquoi préserver la fonction éjaculatoire? Ben, tout simplement parce que les hommes font l'amour. Et ça, on leur pose la question. On a posé la question à 12 000 hommes entre 50 et 80 ans, et 83% d'entre eux avaient des rapports sexuels régulièrement, et 71% des interrogés dans les 4 dernières semaines avant l'enquête. Et surtout, on peut regarder que la petite tranche d'âge ici de 70-80 ans n'est pas en reste. 3 rapports sexuels par mois. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Même si ce n'est pas la réalité, c'est au moins ce à quoi ils aspirent. Ce qui est malgré tout important parce que c'est littéralement la demande du patient. Alors, bon, trouble éjaculatoire et qualité de vie. Est-ce que vraiment ça a un impact sur la qualité de vie? En fait, ça a été montré qu'il y avait un risque d'anxiété, de dépression en cas de trouble éjaculatoire, qu'il y avait une association qui était significative. Et quand on va plus loin et qu'on interroge les gens qu'on a opérés, donc standard de soins, le LEP, 91 patients opérés, donc 96% d'entre eux évidemment vont avoir des troubles éjaculatoires, c'est inhérent à la technique, c'est normal. Néanmoins, quand on leur pose la question, 74% d'entre eux vont dire bah, je suis déçu, mais je le tolère parce que je fais mieux pipi. Bon, voilà. Par contre, vous allez avoir 8% qui vont être littéralement mécontents et auraient même souhaité revenir en arrière. C'est pas anodin pour des gens qui avaient des troubles mixtionnels potentiellement invalidants. Et 53% d'entre eux, qu'ils soient contents ou pas contents, ont clairement une sensation d'orgasme diminuée. Donc, ne l'oubliez pas, un patient déçu, c'est littéralement un chirurgien déçu par la suite. On aime bien quand les gens nous disent merci. Alors, on continue à interroger les patients parce que finalement, c'est ce qui est important. On est là pour eux. Et on s'aperçoit que 72% des patients sont très concernés par les effets secondaires sexuels et qui préfèrent moins de risques chirurgicaux à une meilleure amélioration des SBO et éviter, si possible, les effets secondaires sexuels. Donc le dialogue de sourds qu'on fait avec nos patients, où le patient va vous dire « Docteur, j'aimerais avoir une meilleure qualité de vie », dans sa globalité, et vous lui répondez « Je vais vous offrir un Qmax de champion ». On ne peut pas s'entendre dans ces conditions. Ce qui nous amène à justement envisager potentiellement la préservation des éjaculations, en particulier si le patient est demandeur. Et là, c'est important, si le patient est demandeur. On va toucher du doigt la question de la médecine personnalisée et on y reviendra un petit peu au moment de la synthèse à la fin. Bon, déjà, comment on fait pour préserver les éjaculations? En fait, on se tourne vers la physiologie. Il y a eu une étude un peu ancienne avec une super échographie endorectale et après je vous parlerai de ce qu'a fait notre collègue Benjamin Prader et Vincent Misrahi. Mais dans un premier temps, donc là on voit une éjaculation avec une échographie endorectale et ce qui nous a permis de bien comprendre l'anatomie et quels sont physiologiquement les éléments importants dans l'éjaculation. Et quand on analyse, alors on va passer les détails anatomiques pour aller plus vite, mais en gros le col ne sert à rien et on va le redémontrer plus tard. Par contre, comment ça se passe? Il va y avoir la formation d'une chambre d'hyperpression éjaculatoire, on regarde des canaux éjaculateurs, tout autour du verrue. Le verrue, en fait, commence par se dresser. Le sperme emplit cette chambre, et ensuite, la prostate se contracte pour expulser le sperme. C'est un peu comme la culasse d'une arme à feu, c'est un peu pareil. Donc en fait, en moins dangereux. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a cette chambre d'hyperpression qu'il faut savoir préserver. Celle-ci n'a rien à voir avec la contraction de la prostate et la contraction de la prostate expulse le liquide qui s'est accumulé dans la chambre. Donc en fait, finalement, les éjaculations rétrogrades, non, ça n'existe pas vraiment. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on applique de l'énergie dans cette zone-là, on a littéralement oblitéré les canaux éjaculateurs. Donc, est-ce qu'on éjacule dans la vessie? Même pas. Parfois, c'est même littéralement une anéjaculation. Alors là, c'est le super. Ça vient de sortir, c'est le papier donc de Benjamin et de Vincent. Alors eux, ils ont littéralement fait une endoscopie péréjaculatoire.
Il faut que vous voyiez cette vidéo. Elle est sur le site de l'Européenne. Et en gros, ce qu'ils ont retrouvé en associant l'endorectal, parce qu'ils ont refait l'expérience précédente, mais associé à l'endoscopie, et ben ça confirme tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a pu établir avec la précédente étude. Donc oui, on sait quels sont les éléments importants pour éjaculer. Alors du coup, vous allez me demander comment je fais maintenant pour répondre à mes patients. Est-ce que je dois investir dans l'urolift, dans le résume? Est-ce que je dois les envoyer pour se faire emboliser? Est-ce que je me mets à light-ind? Eh bien, figurez-vous que quand on comprend l'anatomie, on n'a même pas besoin d'investir. On peut utiliser notre plateau technique pour répondre à cette demande des patients. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se mettre au mist. Je suis en train de dire que vous pouvez, dès à présent, même si vous n'êtes pas équipé, répondre à cette question, à cette doléance des patients. Est-ce qu'il faut le faire? Pas forcément. N'oubliez pas, il n'y a pas que la demande du patient, il y a aussi tout un contexte médical où ça peut être pertinent ou pas de le faire. Mais il n'empêche que, si vous le jugez pertinent, vous pouvez le faire avec votre résecteur, avec votre green light, avec votre LEP, c'est possible. Mais on va le regarder ensemble. Alors du coup, quelle technique pour la résection partielle? Est-ce qu'on doit préserver le col? Je crois que vous avez compris, et on l'a compris depuis très longtemps, donc on a l'impression de redécouvrir le fil à couper le beurre. On fait des ICP, on a toujours fait des ICP pour préserver les éjaculations. Ben oui, ça marche. Il y a jusqu'à 85% de succès de préservation des éjaculations du moment qu'on ne descend pas trop bas. Et en plus de ça, on arrive à traiter les troubles mictionnels pour les prostates de petite taille de façon équivalente à la RTUP. La seule question, c'est le retraitement qui va être bien supérieur à celui de la RTUP. L'autre chose qu'on s'est posée, on le fait déjà, c'est la résection du lobe médian. Il y a un lobe médian qui fait clapper. Si on le résèque, on a remarqué qu'il y avait moins de risque d'induire des dysfonctions éjaculatoires. Ben ça, on l'a démontré aussi scientifiquement, avec une étude de cohorte avec 12 ans de suivi, 312 patients opérés, et ben en fait, on a une préservation de 97%, un taux de réopération, donc avec un suivi de 12 ans qui est que de 2%. Donc en gros, on a bien fait notre job. Et à 5 ans, bon, malgré tout, et ça c'est une vraie question, et on le voit dans les données de l'assurance maladie, il y a quand même une reprise des médicaments de 19% à 5 ans. Mais ça c'est inhérent à toute chirurgie, y compris chirurgie complète. Quoi qu'il en soit, le patient, il a gardé ses éjaculations et on ne l'a pas réopéré. C'est déjà bien. Ensuite, il y a eu toute une succession d'études. Alors celle-ci, c'était la première, il me semble, en 98. Et l'avantage, c'est qu'elle était contrôlée et prospective. Et ils ont regardé des prostates de moins 35 cc. Et cette fois-ci, comme sur le schéma, on a réséqué. On a réséqué, mais en s'arrêtant à 1 cm du verrue montanum et en gardant de l'adénome. Et ils se sont aperçus que là, on avait 80% de maintien des éjaculations antérogrades contre 10% seulement dans le groupe RTUP standard. Et d'ailleurs, eux, ils avaient une perte des sensations d'éjaculation imminente, voilà, une partie du plaisir. Donc, je vous passe le catalogue de toutes les études, on va dire, de niveau de preuve inférieur. Néanmoins, toutes les énergies, toutes les techniques ont pu démontrer que c'était possible. Là, c'est au green light. Alors, ils ont fait une petite fantaisie parce que là, ils ont gardé toute la muqueuse jusqu'au col et ils ont même gardé cette partie-là du col. Tout le monde a décrit tout et n'importe quoi en termes de qu'est-ce qu'il faut préserver, pas préserver. Et au CTMH et avec tout le comité d'investigateurs de l'étude par TURP, on a apporté en tout cas une autre réponse à la question. En tout cas, là, au green light, préservation, 96%, ça marche bien, recul d'1 an. Les résultats sont sympas sur l'IPSC, sur tous les paramètres de fonctionnels de l'HBP. Ok, donc pas besoin de préserver le col. Ok. Épargner uniquement la région du verrue montanum, est-ce que c'est suffisant? Et bien là, cette équipe-là a essayé de faire ça à l'OLEP. Et vous voyez, je vous montre tout simplement le schéma. Ça, c'est un OLEP normal. Ils ont tout enlevé. Ils ont bien travaillé. Et dans cette population-là, donc c'était du prospectif contrôlé, et ils ont gardé toute cette zone-là de muqueuse en se disant on n'abîme pas les canaux éjaculateurs. Est-ce que ça a marché? En tout cas, sur un plan fonctionnel, c'était top, mais par contre, en termes de préservation, ça n'a pas marché. Donc, juste préserver le verrue et l'abouchement des canaux, ça ne suffit pas. C'est important de le savoir. Du coup, comment on se met d'accord? Pour se mettre d'accord, on s'est réunis, on a discuté, et on a utilisé la technique du groupe nominal. Bon, je vous passe. En tout cas, on a fini par publier cet article qui décrit officiellement notre positionnement sur comment on préserve les éjaculations. Donc là, c'est la prostate normale, et ici, en rose, c'est toute la partie qu'on résèque. Et quand on résèque pour de vrai, c'est-à-dire on va jusqu'à la capsule. Par contre, en bas, c'est-à-dire la partie moyenne, postérieure et à l'apex, Ah oui, on ne voit pas avec le... Entendu. Bon, en tout cas, vous voyez bien la partie rose.
Oui, c'est un pointeur à l'ancienne. Bon, la partie rose donc est réséquée. Par contre, tout ce qui est en dessous, ah j'ose pas. C'est quoi? C'est ça? Ah oui, c'est ça. On attend. Ah voilà, ouais. Il y a un petit décalage, ouais. Mais vous voyez ici, dans toute cette zone-là et cette zone-là, donc on ne touche même pas à la muqueuse et c'est le garant de la préservation des canaux éjaculateurs. Oui, bah, je vous montre, vous allez voir des images. Alors, la vidéo est très rapide, vous inquiétez pas. Ça fait partie des différentes vidéos que le CTMH a mis en ligne sur toutes les techniques de l'HBP. Allez les voir sur Eurofrance. Ça permet vraiment de voir des trucs sympas. Donc là, hop, je vais commencer et hop, l'intervention est déjà finie. Donc là, vous voyez, j'ai... Ah bah oui, oui, vous avez vu. Donc là, les canaux éjaculateurs, on les voit bien. Regardez, un, 2, 3, on les voit super bien. La muqueuse est parfaitement intègre. Donc ça veut dire, imaginez, c'est ça la chambre d'hyperpression. Donc vous la conservez, vous n'y touchez pas, et on imagine bien que le sperme va s'y accumuler avant d'être expulsé. Et par contre, au-dessus, là, on désobstrue, mais vraiment allègrement, en ne laissant rien du tout. Normalement, on va voir en haut, on a une belle loge bien sympa, satisfaisante. Et vous voyez, en fait, sur toute la hauteur, on a gardé l'adénome de l'apex et surtout ce mur postérieur où les canaux éjaculateurs arrivent. Voilà. Alors, la question que vous vous posez, c'est est-ce durable? Est-ce que quand on fait ça, ça va marcher longtemps? Ben, on a une seule et unique étude qui a regardé ça sur 5 ans. Elle a regardé tous les volumes prostatiques, donc c'est bien, avec une technique à peu près similaire à celle-ci. Et oui, on a un taux de succès de 91% maintenu à 5 ans, avec des résultats qui sont sur la correction des paramètres fonctionnels urinaires qui sont pertinents. Par contre, on a quand même 13% de retraitement. Donc ça, la donnée à long terme, c'est la seule dont on dispose. 5 ans après, il y a 13% qu'il a fallu réopérer. Dans les 5 ans. Dans les 5 ans. Ok, bon, autre question maintenant. Traitons aussi bien les SBO dus à l'obstruction sous-vésicale avec les techniques standards? Et bien c'est là où on va se tourner vers les études randomisées contrôlées. Donc là, il y en a quelques-unes qui commencent qu'on commence à avoir, mais elles ont tout un défaut. Le suivi est court. Donc on ne sait pas ce qui se passe pour le retraitement. En tout cas, dans ces... on va les passer rapidement, mais la conclusion est toujours la même. Niveau IPSS, niveau Qmax et résidus post-mictionnels, on fait aussi bien. C'est non inférieur. Donc on s'en sort bien avec la résection partielle. Par contre, en termes de préservation de la sexualité, on est bien. On arrive à remplir le contrat dans quasiment tous les cas, 89%. Il y a quand même 11% des gens qui n'auront pas eu de préservation malgré nos efforts, mais c'est une nette amélioration par rapport à la technique standard. Donc là pareil, toujours avec une RTUP, on est dans du randomisé contrôlé, donc là on commence à avoir du niveau de preuve satisfaisant, avec des techniques un peu identiques, juste parce que bon, j'ai dit qu'on n'était pas arrivé avec l'OLEP, bah là on y arrive du moment qu'on respecte l'anatomie. Bon, ces auteurs ont fait une petite fantaisie, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé cette muqueuse là en postérieur, enfin en antérieur, je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ils ont des résultats sympas avec une série randomisée contrôlée, 191 patients, 12 mois de recul, avec un Qmax, pas de différence significative sur l'IPSS, qualité de vie, Qmax, et par contre, comme on pouvait s'y attendre, très peu d'éjaculation rétrograde ou d'anéjaculation, seulement 13%, contre 50% dans l'autre technique. Là, on a à peu près la même chose avec du green light. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières sur cette étude? Non, on y arrive très bien, quelle que soit l'énergie, et y compris quand on va un peu plus loin sur les paramètres, sur quelques paramètres urodynamiques. Alors, l'autre question maintenant, c'est est-ce que les patients sont contents? Question importante parce que on aime bien qu'ils nous sourient. Et bien à 6 mois, là encore, on est dans du randomisé contrôlé. À 6 mois, ils ont de meilleurs orgasmes, de meilleurs scores d'éjaculation, une meilleure satisfaction sur les rapports sexuels et une meilleure satisfaction globale. Bah ouais, le patient dit merci. Donc voilà un peu le résumé de l'ensemble des études de haut niveau de preuve, c'est-à-dire ce qui est prospectif et potentiellement randomisé ou moins contrôlé. Là, j'attire votre attention sur ça. On n'a que des suivis courts et il n'y a qu'une seule étude prospective avec 60 mois de recul. Et donc ça veut dire qu'on n'a qu'une seule donnée sur le taux de retraitement qui est à 13%. Et c'est même pas de l'étude randomisée contrôlée. Donc il y a un manque dans la littérature. La chose qu'on peut voir, c'est que peu importe l'énergie, peu importe la technique, vous pouvez y arriver, mais la vraie question, c'est la durabilité dans le temps.
D'où l'étude par TURP, dont vous avez probablement déjà entendu parler et dont pas mal de gens ici, je pense, participent. Donc là, c'est une étude de non-infériorité dont l'objectif principal est de montrer que le score IPSS est non inférieur entre les deux groupes, préservation, pas préservation, et surtout on a un suivi de 3 ans, ce qui va nous donner des informations intéressantes sur le taux de retraitement. Donc voilà, donc c'est en cours d'inclusion et pour le moment ça se passe très bien. Pour les messages principaux de cette présentation spécifique, c'est que on a un constat, les patients préfèrent moins de risques chirurgicaux à une meilleure amélioration des SBO, en tout cas pour pas mal d'entre eux. Les patients sont souvent préoccupés par les conséquences sexuelles. Après, ça peut être vrai selon les âges et l'état général de votre patient, mais ne le négligez pas. Et comme je vous ai montré 70-80 ans, il y en a quelques-uns pour qui c'est important. Donc vous ne pouvez pas, et je vous renvoie aux recommandations du bilan de l'HBP, négliger l'évaluation de la fonction sexuelle. Solution, la résection partielle, pas de surcoût, pas d'investissement. C'est une alternative au MIST. Néanmoins, il y a des données limitées sur la durabilité et le retraitement. Et vous devez aujourd'hui donc faire une prise en charge personnalisée pour l'HBP et le proposer aux patients. Voilà pour cette première partie.